Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance naturellement, tandis que d'autres luttent sans cesse, malgré tous leurs efforts? Et si ce n'était pas une question de stratégie, mais de psyché? Si, au fond, ce n'était pas le monde extérieur qui dictait votre réalité financière, mais vos croyances, vos blessures, vos ombres, invisibles mais profondément actives. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Et le destin financier de beaucoup de gens n'est rien d'autre qu'un inconscient non exploré. Derrière chaque peur de manquer, chaque blocage à recevoir, chaque sentiment d'indignité, il y a une histoire, une mémoire émotionnelle, une image inconsciente du « je ne peux pas, je ne mérite pas, je dois me sacrifier ». Le problème, c'est que la plupart d'entre nous vivons une relation avec l'argent marquée par des symboles que nous n'avons jamais choisis consciemment. L'argent devient père, mère, pouvoir, amour, validation, ou son absence devient punition, honte, dépendance. Et c'est là que commence le vrai travail. Non pas apprendre à gagner plus, mais à comprendre ce que l'argent signifie pour nous. Plonger dans ses racines archétypiques, familiales, émotionnelles, c'est un chemin de conscience, pas de contrôle. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un discours sur la réussite rapide. C'est une invitation à une métamorphose intérieure, un regard jungien sur l'argent, vu non comme une fin en soi, mais comme un miroir puissant de votre rapport au monde, à vous-même et à votre propre potentiel d'expansion. Car lorsque l'argent cesse d'être un tyran ou un tabou, il peut enfin devenir ce qu'il est au fond, une énergie au service de l'âme. Dans notre société moderne, l'argent semble évident. On le gagne, on le dépense, on en manque ou on en a. Mais pour l'inconscient, rien n'est jamais aussi simple. Jung nous a appris que tout ce qui touche profondément à nos émotions prend une dimension symbolique, et l'argent n'y échappe pas. Alors, que représente réellement l'argent dans votre vie? Pour certains, c'est la sécurité. Pour d'autres, c'est la liberté. Pour d'autres encore, c'est la preuve de leur valeur ou un substitut d'amour. Il peut symboliser le contrôle, le pouvoir, l'acceptation, le mérite, ou au contraire la peur, le rejet, l'impuissance. Ce que vous croyez à propos de l'argent n'est souvent que la surface visible d'un iceberg psychique. Et cet iceberg est formé dès l'enfance. Un enfant qui grandit dans un environnement où l'argent est source de conflits, de stress ou de silence apprend inconsciemment. L'argent est dangereux, l'argent divise, l'argent rend mauvais. Plus tard, cet enfant devenu adulte reproduira, sans le savoir, ses croyances. Il pourra repousser les opportunités, se saboter au moment de réussir, ou vivre dans un inconfort constant lié à la richesse. Non parce qu'il ne veut pas d'argent, mais parce qu'il associe l'argent à quelque chose de négatif, d'inadmissible ou de honteux. Jung dirait que nous projetons sur l'argent nos blessures les plus profondes, et tant que nous ne reconnaissons pas ces projections, nous restons prisonniers de leurs effets. Il ne s'agit donc pas de changer votre situation financière en surface. Il s'agit d'aller à la racine, de vous demander « Qu'est-ce que l'argent signifie pour moi ?» Pas en théorie, mais dans mon corps, dans mes émotions, dans mes comportements récurrents. Quand l'argent cesse d'être un simple chiffre et devient un miroir, le processus de transformation intérieure commence. Vous pouvez changer de métier, créer une entreprise, lire tous les livres sur l'enrichissement personnel. Mais si un archétype de pauvreté vit en vous, il finira par saboter chaque pas vers l'abondance. Un archétype, selon Jung, est une figure universelle, un modèle profond inscrit dans l'inconscient collectif, et celui de la pauvreté est l'un des plus puissants parce qu'il est ancien, chargé de souffrance et souvent transmis de génération en génération. Ce n'est pas une simple mentalité de manque, c'est une mémoire émotionnelle collective, un héritage silencieux. Peut-être vos grands-parents ont-ils fui la guerre, connu la faim, travaillé dur sans jamais voir la récompense.
Peut-être vos parents ont-ils appris à survivre, pas à prospérer. Peut-être avez-vous entendu toute votre enfance: l'argent ne pousse pas sur les arbres, on n'a jamais rien sans rien, sois modeste, les riches sont égoïstes. Ces phrases, ces histoires, ces émotions, elles ne disparaissent pas, elles deviennent des fondations invisibles. Et un jour, vous construisez votre vie financière dessus, sans même vous en rendre compte. Ce qui est le plus cruel dans l'archétype de la pauvreté, c'est qu'il crée un sentiment de fatalité, comme si l'on était condamné à ne jamais sortir de là, à répéter une boucle. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est un appel, une invitation à aller rencontrer cette part de soi blessée, peureuse, résignée, et à l'honorer pour mieux la transformer. Lorsque vous reconnaissez que votre rapport à l'argent est teinté de loyauté familiale inconsciente, vous commencez à vous libérer. Vous cessez de croire que vous trahissez vos ancêtres en vivant mieux. Vous comprenez que guérir votre lien à l'argent, c'est aussi les honorer, en allant là où ils n'ont pas pu aller. L'abondance ne commence pas dans le portefeuille. Elle commence dans la mémoire guérie du cœur. Il y a des moments où tout semble prêt pour réussir. Les conditions sont là, les opportunités aussi. Mais quelque chose en nous freine, bloque ou échoue volontairement. C'est là que les complexes financiers entrent en jeu. En psychologie jungienne, un complexe est une accumulation d'émotions, de souvenirs et de croyances autour d'un thème central. Lorsqu'il s'agit d'argent, ces complexes peuvent être dévastateurs. Ce ne sont pas de simples idées négatives, ce sont des forces autonomes dans notre psyché qui se déclenchent dans certaines situations sans que nous sachions pourquoi. Vous recevez une somme importante et vous la perdez rapidement. Vous êtes sur le point de signer un contrat et vous annulez à la dernière minute. Vous avez une idée brillante, mais vous procrastinez pendant des mois. Ces comportements ne sont pas toujours rationnels, ce sont souvent des symptômes d'un complexe financier actif. Par exemple, un complexe d'indignité peut vous faire croire au fond de vous que vous ne méritez pas de réussir. Un complexe lié à la culpabilité peut associer la réussite à une trahison familiale ou spirituelle. Un complexe de peur peut vous faire éviter toute visibilité ou reconnaissance. Ces complexes se construisent dans l'enfance, à travers des expériences émotionnelles intenses. Un parent absent ou critique, une situation de honte liée à l'argent, une chute brutale dans la pauvreté, tout cela peut laisser des cicatrices psychiques profondes. Mais il y a une bonne nouvelle, un complexe, bien que puissant, n'est pas une condamnation. Il peut être conscientisé, observé, travaillé. Le reconnaître, c'est déjà lui retirer une partie de son pouvoir. L'accepter avec compassion, c'est commencer à le dissoudre. En mettant de la lumière sur vos comportements financiers répétitifs, en identifiant les émotions qui les accompagnent, vous ouvrez un dialogue intérieur. Et ce dialogue est le début d'une réconciliation, car là où le complexe vous faisait réagir, vous pouvez maintenant choisir. Il y a un malaise que l'on n'ose pas nommer, celui que l'on ressent face au succès de l'autre, une jalousie subtile, un agacement diffus, une critique intérieure. Pourquoi le bonheur ou la réussite financière de quelqu'un peut-il nous déranger autant? Carl Jung appelait cela la projection, ce mécanisme inconscient par lequel nous attribuons aux autres ce que nous n'osons pas reconnaître en nous-mêmes. Et lorsqu'il s'agit d'argent, cette projection devient un miroir brutal de notre potentiel non assumé. Lorsque vous critiquez quelqu'un de trop riche, trop ambitieux, superficiel ou obsédé par l'argent, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne exprime que je me suis interdit d'exprimer ? Peut-être leur liberté financière reflète votre propre peur d'assumer vos désirs. Peut-être leur visibilité réveille une blessure d'invisibilité. Peut-être leur audace vient toucher un endroit en vous qui a appris à se taire, à ne pas déranger, à ne pas vouloir trop. L'envie n'est pas une émotion honteuse, c'est un signal. Elle vous montre ce que votre âme cherche à activer, mais que votre éducation, vos croyances ou vos blessures ont réprimé. Là où il y a envie, il y a souvent énergie vitale retenue. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas fuir ce que vous admirez ou critiquez chez l'autre. Au contraire, approchez-vous, observez, écoutez ce que cela vient dire de vous,
car l'abondance que vous voyez à l'extérieur est peut-être le reflet d'une abondance intérieure qui demande juste à être reconnue. En cessant de projeter sur l'autre, vous reprenez la responsabilité de votre propre pouvoir. Vous cessez d'attendre ou de juger et vous commencez à incarner ce que vous désirez en profondeur. L'autre n'est plus une menace. Il devient un messager. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris à se méfier de leurs désirs. Ne sois pas trop gourmand. Les gens trop ambitieux finissent mal. Contente-toi de ce que tu as. Ces phrases, glissées dans l'éducation ou la culture, créent une division intérieure. D'un côté, l'envie légitime de croître, de réussir, de s'épanouir. De l'autre, la peur de trahir, d'être rejeté ou de devenir quelqu'un d'autre. C'est ce que Jung appelait l'ombre, cette part de nous que nous avons refoulée parce qu'elle semblait inacceptable, dangereuse, honteuse. Et pour beaucoup, l'ambition fait partie de cette ombre. Quand votre désir d'abondance entre en conflit avec un interdit intérieur, le résultat est une tension douloureuse. Vous avancez puis vous reculez, vous créez puis vous sabotez, vous vous enthousiasmez puis vous culpabilisez, non pas parce que vous êtes instable, mais parce qu'une part de vous dit « ce n'est pas bien de vouloir autant ». Pourtant, l'ambition n'est pas un péché, elle devient destructrice uniquement lorsqu'elle est utilisée pour combler un vide ou prouver sa valeur. Mais lorsqu'elle est au service d'un but sincère, aligné avec l'âme, elle devient une force d'expansion. Ce qu'il faut, ce n'est pas nier l'ambition, mais l'intégrer, la reconnaître comme une énergie vivante et non comme une faute morale. Se donner le droit de vouloir, de rêver grand, d'élargir sa vie, non pas pour impressionner, mais pour honorer pleinement ce que l'on est. Chaque fois que vous diminuez votre ambition pour plaire, éviter le jugement ou rester sage, vous trahissez un peu votre potentiel. Alors posez-vous cette question. Et si mon plus grand obstacle à la richesse n'était pas un manque de moyens, mais un refus inconscient de vouloir pleinement? Ce que vous cachez dans l'ombre de votre ambition pourrait bien être la clé de votre abondance. Il y a une tension silencieuse que beaucoup ressentent sans savoir comment la nommer, celle entre l'appel de l'âme et le désir de prospérer, comme si l'un excluait l'autre, comme si vivre une vie spirituelle authentique signifiait renoncer à l'argent, au confort, à la réussite matérielle. Cette croyance est profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Elle vient parfois de traditions religieuses où la pauvreté est glorifiée comme un signe de pureté. Elle vient aussi d'un rejet des excès du capitalisme qui a associé richesse à égoïsme, domination, superficialité. Résultat, dès que l'argent entre dans notre vie, une voix intérieure se lève. Suis-je encore une bonne personne? Est-ce que je mérite vraiment ça? Et si je devenais comme ceux que je critique? Cette culpabilité agit comme un frein invisible. Elle sabote les élans. Elle dilue l'enthousiasme. Elle pousse à redistribuer, à dépenser, à se punir même inconsciemment pour ne pas trop avoir. Mais Jung dirait que ce conflit est une illusion. Ce n'est pas l'argent en soi qui corrompt, c'est ce que l'on en fait. C'est l'intention derrière, la relation intérieure que l'on entretient avec lui. Si l'argent est une énergie, il peut servir l'ego ou l'âme. Il peut nourrir le pouvoir personnel ou la domination. Il peut construire ou détruire. Ce qui fait la différence, c'est la conscience. La véritable spiritualité ne rejette pas la matière, elle l'incarne. Elle reconnaît que nous sommes des êtres incarnés, appelés à vivre, créer, partager, et cela inclut l'argent, non pas comme une fin, mais comme un outil au service du sens. Alors, au lieu de culpabiliser de recevoir, apprenez à bénir ce qui vient, à l'utiliser avec clarté, avec alignement, avec amour. Parce que quand l'argent circule au rythme de l'âme, il ne divise plus, il relie. Dans la perspective jungienne, le but ultime de la vie n'est pas la réussite extérieure, mais l'individuation. Ce processus profond par lequel chacun devient pleinement lui-même, en intégrant ses parts conscientes et inconscientes. Et dans ce chemin vers le soi, l'argent a un rôle bien plus subtil qu'on ne le pense. Lorsque l'argent est aligné avec le soi,
cette instance intérieure qui dépasse l'ego, qui relie à l'âme, il cesse d'être une obsession ou une source d'angoisse. Il devient un moyen, un support, une énergie au service d'un but plus vaste. Mais lorsque l'argent est gouverné par le moi, ce centre de la personnalité qui cherche le contrôle, la sécurité, la validation, alors il devient une fin en soi. Il alimente la peur de perdre, le besoin de comparaison, la compulsion à accumuler ou à dépenser pour combler un vide. La vraie abondance ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on incarne. Elle se manifeste quand il y a cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on sent, ce que l'on pense et ce que l'on est. Elle se ressent dans la paix intérieure, dans la capacité à donner et recevoir librement, dans la confiance que la vie pourvoira ce qui est juste. Beaucoup poursuivent l'argent en espérant qu'il leur apportera enfin sécurité, reconnaissance, liberté. Mais souvent, c'est en revenant au soi, en écoutant ce que l'âme appelle, en acceptant sa vérité la plus profonde, que ces choses arrivent naturellement. L'argent, alors, n'est plus un but, il devient une conséquence. Il y a une liberté immense à découvrir lorsque l'on ne cherche plus à faire de l'argent pour remplir un manque, mais à laisser l'argent venir soutenir un chemin de vérité. Vous n'êtes pas là pour survivre, vous êtes là pour incarner pleinement ce que vous êtes. Et dans cette incarnation, l'abondance peut circuler, non comme une possession, mais comme un flux. Les rêves sont les messagers les plus sincères de l'âme. Et quand l'argent y apparaît, sous forme de billets, de bijoux, de richesses soudaines ou de pertes brutales, ce n'est jamais anodin. L'inconscient parle en images, en symboles, en scénarios qui dérangent parfois, mais qui révèlent toujours quelque chose d'essentiel. Rêver d'argent ne signifie pas forcément que vous en désirez plus consciemment. Cela peut révéler un conflit intérieur, un potentiel refoulé, une transformation en cours. Jung voyait dans les rêves des guides vers l'intégration et l'argent, lorsqu'il y figure, est souvent le reflet de votre rapport au pouvoir, à la valeur, à la sécurité. Par exemple, rêver que l'on trouve de l'argent peut indiquer la découverte d'une ressource intérieure oubliée. Rêver qu'on perd une grosse somme peut signaler la peur de ne pas être à la hauteur ou un changement d'identité. Être volé dans un rêve peut symboliser une sensation de trahison intérieure, une part de vous qui se sent dépouillée de sa force vitale. Mais au-delà des interprétations générales, c'est l'émotion du rêve qui importe. Étiez-vous soulagé, anxieux, honteux, euphorique? C'est cette émotion qui révèle la clé de l'inconscient. Il peut être profondément révélateur de tenir un journal de rêve, d'y noter chaque apparition de l'argent, puis de questionner. Qu'est-ce que cela représente dans ma vie en ce moment? Suis-je en train de renier une part de moi qui veut plus? Suis-je en train de perdre le contact avec ce qui me nourrit réellement? L'inconscient ne juge pas. Il ne ment pas. Il cherche à équilibrer, à faire émerger ce qui a été oublié ou réprimé. Et parfois, il utilise l'image de l'argent pour pointer vers une vérité intérieure plus vaste. Votre rapport à la valeur, pas celle des choses, mais la vôtre. Lorsque vous écoutez vos rêves, vous cessez de vivre à moitié. Vous commencez à collaborer avec cette intelligence mystérieuse en vous et elle vous guide toujours vers l'abondance véritable. Dans la psyché humaine, le masculin et le féminin ne sont pas des genres, mais des principes intérieurs. Le masculin représente l'action, la direction, la structure, la capacité à poser des limites et à manifester dans le monde concret. Et lorsqu'il est blessé, ce masculin intérieur, notre rapport à l'argent s'en trouve profondément affecté. Un masculin blessé se manifeste par la procrastination, la dispersion, l'indécision, le sabotage. Il est coupé de sa puissance. Il doute de sa légitimité. Il hésite à prendre sa place, à faire des choix fermes, à aller chercher ce qu'il désire. Et souvent, cette blessure vient d'un passé marqué par la critique, l'humiliation, la confusion des rôles familiaux. Peut-être avez-vous grandi sans modèle clair de masculinité saine. Peut-être le pouvoir était associé à la violence ou à la domination. Peut-être avez-vous appris qu'il valait mieux rester invisible, petit, modeste, pour ne pas déranger. Et maintenant, chaque action vers la réussite réactive cette mémoire.
Mais l'argent, en tant qu'énergie d'action, réclame un masculin guéri. Il exige de la clarté, de l'engagement, une capacité à dire « je veux, je décide, je mérite ». Guérir le masculin intérieur, ce n'est pas devenir dur ou compétitif, c'est retrouver l'élan juste, c'est restaurer la confiance en sa capacité à agir avec intégrité. C'est poser des intentions claires, structurer son quotidien, affirmer ses besoins sans honte ni peur. Dans le monde symbolique, l'argent ne vient pas seulement par le rêve ou l'intuition, il vient par l'acte. Et cet acte dépend du masculin en vous. Quand ce principe est restauré, vous cessez de fuir l'engagement, vous osez demander, créer, vendre, investir, non pas pour dominer, mais pour construire, pour faire passer votre énergie intérieure dans la réalité. L'abondance matérielle ne peut s'installer durablement sans ce pilier, car l'argent, pour circuler, a besoin d'un canal fort, stable, affirmé, un masculin réconcilié. Si le masculin intérieur agit, initie et structure, le féminin intérieur accueille, ressent, inspire et permet. Et dans le rapport à l'argent, le féminin est souvent négligé, méconnu, voire totalement nié. Notre culture valorise l'effort, la stratégie, le faire, mais elle oublie une vérité essentielle. L'abondance ne vient pas seulement de ce que l'on fait, mais de ce que l'on laisse venir. Recevoir est un art. Et c'est un art profondément féminin. Lorsque le féminin intérieur est blessé ou refoulé, il devient difficile de se sentir digne de recevoir. On donne sans cesse, on s'épuise à vouloir mériter, prouver, contrôler, mais on ne sait plus accueillir. On bloque inconsciemment les dons, les opportunités, les compliments, les soutiens. On se ferme au flux de la vie. Pourquoi? Parce que recevoir implique de s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est être vulnérable, c'est abandonner le contrôle, faire confiance, reconnaître sa valeur intrinsèque, sans avoir à la démontrer par la performance. Or, beaucoup ont appris dès l'enfance que recevoir, c'est être dépendant, faible, exposé. On vous a peut-être félicité pour ce que vous faisiez, mais rarement pour ce que vous étiez. Et ainsi, vous avez appris à donner pour exister, mais pas à recevoir pour être. Réconcilier le féminin intérieur, c'est réhabiliter le plaisir, la douceur, le temps de pause. C'est écouter ses besoins, accueillir ses émotions, se relier à l'intuition. C'est dire oui à l'abondance qui veut venir à vous, sans justification, sans culpabilité. L'argent circule comme une rivière, et si votre énergie féminine est bloquée, cette rivière se tarit. Il ne suffit pas de creuser le lit, le masculin structurant. Il faut aussi ouvrir les digues, autoriser le flot. Quand le féminin intérieur est honoré, vous devenez magnétique. Vous cessez de courir après. Vous attirez naturellement ce qui est aligné avec votre être, non pas par magie, mais par résonance. Recevoir n'est pas passif. C'est un acte profond de foi en votre propre valeur. La prospérité véritable ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en possession. Elle se mesure en fidélité à soi. Et c'est là que le concept d'individuation, central dans la pensée de Carl Jung, prend tout son sens dans la relation à l'argent. Individuer, c'est devenir ce que l'on est, au-delà des masques, des attentes sociales, des rôles imposés. C'est suivre un chemin unique, souvent non linéaire, parfois dérangeant, mais profondément authentique. Et dans ce chemin, l'argent n'est pas un but, mais un miroir. Tant que vous cherchez à réussir selon les critères des autres, vous risquez de trahir votre voie intérieure. Vous poursuivez des modèles extérieurs de succès, sans vous demander s'ils résonnent vraiment avec votre âme. Et ce décalage crée du vide, de la fatigue, de l'aliénation. Mais lorsque vous écoutez ce qui vous appelle profondément, même si cela semble irrationnel, incertain ou peu rentable aux yeux du monde, quelque chose en vous s'aligne. Et cette cohérence attire naturellement les ressources dont vous avez besoin, parce que l'univers soutient toujours ce qui est vrai. La prospérité devient alors une expression
de votre individuation. Elle reflète votre intégrité, votre courage, votre créativité. Elle n'est plus comparaison, compétition ou accumulation. Elle devient contribution, expression, communion. Jung disait que la personne qui suit son propre chemin rencontre une assistance inattendue. Cela ne veut pas dire que tout sera facile, mais que la vie répond à l'authenticité. Et parfois, l'abondance matérielle n'est qu'une forme parmi d'autres. Temps, relations, paix intérieure, liberté d'être. Vous n'avez pas besoin de copier les recettes du succès des autres. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à entrer dans des moules. Votre rapport à l'argent peut et doit refléter votre singularité. Parce qu'il n'y a pas de vraie richesse sans vérité. Le changement profond ne se fait pas seulement par la pensée, il passe aussi par le corps, les gestes, les symboles. C'est pourquoi les rituels ont un pouvoir immense. Ils parlent directement à l'inconscient. Ils transforment nos croyances non pas en théorie, mais en expérience vécue. Transformer sa relation à l'argent demande plus qu'un changement de mentalité. Cela demande une alchimie intérieure. Et certains rituels peuvent en être les catalyseurs. Voici quelques pratiques puissantes pour réconcilier votre psyché avec l'abondance. 1. Le journal des croyances inconscientes. Chaque matin ou chaque soir, notez ce que vous avez pensé, ressenti ou vécu en lien avec l'argent. Identifiez les phrases automatiques, les émotions dominantes, les souvenirs d'enfance qui remontent. Écrivez sans filtre. Ce journal est un miroir de votre inconscient financier. 2. Le rituel de gratitude concrète. Prenez un objet symbolique, un porte-monnaie, une pierre, une bougie, et chaque jour, déposez à côté une pièce ou un billet, en remerciant pour une source d'abondance dans votre vie, même minime, un sourire reçu, un moment de paix, un repas partagé. Ce geste ancre dans le corps l'idée que vous recevez déjà. 3e. Le pardon transgénérationnel. Écrivez une lettre à vos parents, grands-parents ou ancêtres, en reconnaissant leur lutte avec l'argent, en leur rendant leur histoire et en affirmant votre droit à créer une nouvelle relation à l'abondance, libre et consciente. 4e. La visualisation active. Chaque jour, visualisez-vous en train de vivre une abondance alignée. Pas une richesse artificielle, mais une vie où vous êtes pleinement vous-même, soutenu par des ressources justes. Ressentez cette image avec tous vos sens. 5e. La parole sacrée. Créez une phrase mantra qui incarne votre nouvelle relation à l'argent comme « Je suis digne de recevoir avec paix, j'honore ce que je donne et ce que je reçois ». Répétez-la chaque jour avec intention. Ces rituels ne sont pas magiques, ils sont psychiquement efficaces parce qu'ils parlent le langage de l'âme, celui du symbole, du rythme, de l'attention. En les pratiquant, vous reprogrammez doucement, profondément, votre inconscient. Et vous ouvrez la porte à une nouvelle réalité, non imposée de l'extérieur, mais née de votre vérité intérieure.